Bonjour à tous, un nouveau retour d'expérience dans le cadre de ce cycle prévision-planification sur Supply Chain Event avec... Et alors, je ne vais pas déflorer votre intervention. Je vais me borner à en lire le titre « Prévoir et planifier dans un contexte instable les bonnes pratiques mises en place par Goûter Magique avec VIF ». Et se succéderont, du moins échangeront Thomas Pesson, qui est directeur Supply Chain et Achat de Goûter Magique, et Olivier Guillot, qui est à la direction commerciale de VIF Software. Alors, c'est pas l'heure du goûter, mais j'imagine que ça peut aussi se manger à la pause de la matinée. Messieurs, je vous laisse l'estrade et je reviendrai, moi, pour animer la partie questions-réponses. N'hésitez pas, d'ailleurs, au fil de cette intervention, si voilà, il y a des petits points, vous notez. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Un petit point d'interrogation dans la marge et pour pouvoir interroger ce duo à l'issue de leur présentation. Messieurs. Bonjour à tous, merci d'avoir choisi cet atelier qui va être le meilleur de la matinée. Donc encore une fois, vous n'êtes pas trompés. Avec VIF, c'est comme ça que ça se passe. Et puis avec Goûter Magique aussi, vous allez voir, c'est assez festif. On vous remercie d'être là. Je remercie tout de suite Thomas de bien vouloir participer à cet atelier et de vous faire un retour très opérationnel, puisque c'est vraiment ça la marque de fabrique de notre association autour de ce projet. Et je pense que nombreux d'entre vous vont avoir, je dirais, des réponses à leurs questions sur justement comment travailler dans un monde extrêmement changeant, en particulier dans une industrie résiliente comme l'agroalimentaire. Donc vraiment, vous avez passé un très bon moment. Pour commencer, juste quelques petits mots sur notre organisation. Qu'est-ce qu'on est? On est au stand B13. On est une entreprise éditrice de logiciels. Ça fait 40 ans qu'on travaille dans le monde de l'agroalimentaire et du process. On est spécialisé, je dirais, sur les flux de gestion, donc sur de l'ERP agroalimentaire, mais aussi, bien sûr, sur de la supply chain. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on fait de supply chain. On continue à faire de l'innovation, mais on travaille sur un socle qui est un petit peu moins start-up que d'autres, mais en tout cas qui est résilient et qui a fait ses preuves chez nos nouveaux clients. On vous propose de passer nous voir après. Donc on amène de la performance commerciale, aujourd'hui à travers en particulier des sujets IA au sein de notre ERP. On amène aussi de la performance industrielle. On a une plateforme aujourd'hui qui aide nos clients, en effet, à mieux maîtriser leur qualité, leur consommation d'énergie, leur consommation d'eau, donc des thématiques tout à fait d'actualité. On est très très investi dans ce domaine et on continue à investir à travers des rachats externes. Et puis bien sûr, ce matin, on va parler énormément avec Thomas d'anticipation et pilotage pour mieux simuler bien sûr l'actualité et mieux piloter bien sûr vos environnements et vos environnements externes, donc bien sûr vos clients et vos fournisseurs. Donc on distribue une offre, on édite et on distribue une offre bien sûr multimodule sur lesquels on peut travailler différemment, commencer par l'un puis continuer par l'autre. Ça dépend de la maturité de votre organisation, des processus. Et on va aussi beaucoup en parler avec Thomas aujourd'hui. Processus, organisation, l'outillage, c'est une résultante finalement, mais c'est comme ça qu'on boucle la boucle. Et donc on a eu le plaisir en effet de travailler avec Goûter Magique sur ces différents process, que ce soit prévision des ventes, planification en particulier, et puis des réflexions autour du SNOP. Mais je vais laisser Thomas en parler parce qu'il en parle beaucoup mieux que moi. Je vous souhaite un très bon moment. Bonjour à tous, merci Olivier. Écoutez, donc en effet, moi je suis Thomas Pesson, je m'occupe de la supply et des achats pour le groupe Goûter Magique. Goûter Magique, c'est une entreprise qui appartient à un groupe familial qui s'appelle Norac et qui est situé en Bretagne. Et on travaille pour la gourmandise puisqu'on fabrique des pâtisseries industrielles. En quelques chiffres, donc on intervient sur le marché de la pâtisserie industrielle dite élaborée ou pâtisserie industrielle dite traditionnelle. Donc c'est deux rayons différents dans les supermarchés. Notre siège social est à Plumelin. Plumelin, c'est entre Lorient, Rennes et Vannes, pour les Bretons qui connaissent. Nous avons 2 plateformes logistiques, une belle plateforme qui est également à Plumelin, 3 sites de production. Ça vous permet de voir un petit peu l'envergure de notre entreprise par rapport à tout ce que je vais vous expliquer derrière. Donc 3 sites de production, 2 à Locminé, donc juste à côté de Plumelin, et un plus dans le Finistère, à Plouédern, à côté de Landerneau. Nous avons 3 marques emblématiques que je vais vous montrer tout à l'heure. 650 personnes dans le groupe, au service de la gourmandise. Vous l'aurez compris, on travaille de la pâtisserie industrielle. Quand j'ai sorti le chiffre, j'étais assez surpris, mais c'est vrai qu'on a 170 fournisseurs. Alors,
170 fournisseurs, de la grande multinationale type Cargill, très connue, jusqu'aux producteurs de lait, puisqu'on achète directement le lait à la ferme et on travaille directement avec les producteurs. Et bien sûr, on intervient sur les réseaux classiques de la grande distribution, à l'international, la grande distribution marque nationale et marque de distributeur pour la France, et également le réseau RHD. Donc on fabrique, on est sur du pur produit de grande consommation. Allez, 3 marques pour vous faire un petit peu saliver. Une marque, la marque historique du groupe, c'est le Ster, avec 50 ans qui est présente depuis 50 ans. On fabrique de la madeleine longue. Nous sommes leaders sur ce segment de la madeleine longue. Donc une marque plutôt positionnée familiale. Ensuite, on a la marque, la petite pépite, moi je l'appelle la pépite, Armor Délices, qui est une madeleine coquille pure beurre. La première madeleine coquille vendue en Bretagne avec une dimension nationale, je l'espère. Donc un peu typé Braise. Et on a une marque un peu plus fun pour les enfants et les ados avec la crêpe Waouh qui se décline en plein de recettes différentes. Fourrage chocolat noisette, des petites inclusions avec du craquis. Enfin voilà, toute notre gamme de produits est à l'écran. Donc en effet, je vais essayer je vais vous présenter ce que nous avons mis en place chez Goûter Magique pour tenter de faire face à cette volatilité. Le monde de la supply, à la fin, ce ne sera plus une fatalité. De plus en plus, on aura de la volatilité à gérer. Pourquoi de la volatilité? Parce qu'on a une volatilité amont. Le changement climatique, je crois que 2024 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Voilà, on va devoir vivre avec. Et quand on a une année qui est très chaude, on a des impacts sur nos cultures. En Russie, cette année, le blé a été catastrophique en termes de rendement. Et pour le coup, aux États-Unis, ça a été plutôt très bon. Donc on se retrouve avec des volatilités amont. Un contexte géopolitique, évidemment, on a, en tout cas dans notre métier, on a subi la crise Ukraine. Il a fallu faire face à cette instabilité liée à cette problématique géopolitique. Cette année, on a eu un prix du cacao qui a dépassé des records, qui a dépassé le record de 10 000 livres sterling sur le cours de Londres. Fatalement, ça a des impacts. Et pourquoi ça a dépassé? Parce que la récolte au Ghana et en Côte d'Ivoire, qui représente 60% des appros, a été très mauvaise et une demande qui a toujours été très forte. Donc on s'est retrouvé en difficulté. Crise sanitaire, grippe aviaire, moi j'achète des œufs, de la coule et des œufs coquilles directement aux éleveurs. Les prix ont flambé, la disponibilité a été complexe. Certains industriels ont manqué de matière. Et le dernier aussi, il ne faut pas l'oublier, on est en tension sur nos métiers, dans nos usines. C'est assez fréquent que mon planificateur me dise « Ah, on n'a pas pu démarrer la ligne de production parce qu'il manquait de la main-d'œuvre » ou « J'ai pas pu construire une équipe du week-end parce qu'il manquait de la main-d'œuvre ». Je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Et en termes de volatilité et d'instabilité, pour nous, ça nous impacte énormément en supply. On a parlé de l'amont. Maintenant, il y a une petite coquille. Maintenant, l'aval. Oui, en effet, l'aval aussi, ça bouge énormément. Le grand gagnant en 2023, c'est Leclerc. Bravo à eux. Et on voit aussi des regroupements qui se font. Intermarché qui reprend des casinos. Ça crée également de l'instabilité, de la volatilité en aval de la chaîne. Donc nous, dans tout ça, en supply, où est-ce qu'on est? On est là. On est en train de faire l'équilibre entre ce qui se passe en amont et ce qui se passe en aval. Pour l'anecdote, j'ai présenté ce slide au Supply Planner chez nous. Il me dit, mais c'est pas vrai Thomas, Moi, c'est 4 bras que j'ai, c'est pas 2. Mais il se reconnaissait tout à fait dans cette situation-là. Donc nous, chez Goûter Magique, on a activé 3 leviers pour faire face à cette instabilité. Les leviers sont relativement interchangeables, mais j'aime bien démarrer par le process. On a mis en place, c'est ce que je vais vous présenter juste après, un process que j'appelle SNOE, c'est-à-dire Sales and Operation Execution. On n'est pas sur le SNOP, qui est plus dans l'anticipation et sur des horizons beaucoup plus lointains. On est vraiment sur de l'exécution. Tout l'enjeu, c'est de réussir à implémenter un process qui soit robuste. Bien sûr, une organisation adaptée, si l'organisation n'est pas là, ça ne fonctionnera pas. On a besoin d'experts dans nos métiers pour faire face, pour animer ce process. Et enfin, le troisième, c'est des outils stables et performants. On a fait confiance à Vif.
En effet, on sait tous que le premier logiciel EXCEL a une certaine instabilité. Il est très performant, mais il a une certaine instabilité. Donc c'est important d'avoir des outils qui soient stables. Moi, quand je présente le process SNOI, j'aime bien partir de quelque chose de très concret. Parce que, en fait, derrière toutes ces étapes que vous voyez à l'écran, il y a des gens qui bossent, il y a des équipes qui travaillent. Et en effet, nous, tous les lundis, on émet une prévision de vente. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui réalise sur l'outil VIF une prévision des ventes et qui l'émet le lundi. Une fois que ça c'est fait, j'ai une autre personne qui réalise son plan de production. Donc nous, on est sur un horizon sur 30 semaines. D'ailleurs, on l'a changé dernièrement. Mais j'ai bien quelqu'un qui s'occupe de planifier article par article le plan de production. Ensuite, on passe la main à l'usine et on a l'ordonnanceur qui, lui, va être sur un délai très court, sur un timing court, 1 semaine ou 2 semaines, et qui va ordonnancer la journée. On lance un MRP très classique et on fait un check de la protection des ventes chaque jour. Ça, c'est concrètement, voilà ce qui se passe. Maintenant, si on laisse faire ce système, en fait, on va se retrouver dans une situation où, pour le coup, on ne prend pas de recul. Et pour prendre du recul et pour analyser ce qui se passe, c'est important d'avoir des rituels. Et c'est là où le process SNOI a toute sa dimension. Le premier rituel qu'on a mis en place, c'est une demand review. C'est-à-dire que le prévisionniste, il n'est pas tout seul derrière son écran. Il travaille également avec les comptes clés. Il travaille également avec le marketing pour comprendre les inputs qui peuvent faire fluctuer sa prévision de vente. Deuxième étape, en effet, le planificateur ou le supply planner, il ne doit pas démarrer son planning sans avoir une notion de qu'est-ce qui l'attend en termes de vente et de prévision de vente. Donc il fait un point très rapide, 15 minutes, c'est vraiment le point qualitatif sur qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière en termes d'évolution de vente. Et au même titre qu'il fait son point avec le site pour savoir ce qui s'est passé en termes d'évolution de production. Est-ce que la ligne a produit plus? Est-ce que la ligne a produit moins? Mais au moins, j'ai l'information en tête et peu ou prou, quand les datas vont arriver sur mon écran, je sais ce qui va se passer. Je sais ce sur quoi il va falloir que j'agisse rapidement. Et là, c'est pareil, c'est un point très rapide, 15 minutes, qui est très organisé, sur lequel on a une fiche d'identité d'ailleurs, mais qui est pour le coup très ritualisé. Et enfin, c'est important de prendre du recul et je fais une revue de performance hebdomadaire avec l'ensemble des interlocuteurs. Et je vais vous montrer la fiche d'identité de cette revue de performance. Donc vous le voyez, de manière très concrète, des gens qui bossent sur des outils, mais à un moment donné, pour faire progresser nos indicateurs qu'on verra tout à l'heure, il faut l'animer, il faut prendre du recul. C'est tout l'enjeu d'un process, avec des rituels associés. Une vraie logique de collaboration, en effet, qui s'inscrit immédiatement, qui est un des facteurs clés de succès de ce type de projet. Donc, notre fiche d'identité donc, en effet, chaque étape a sa propre fiche d'identité. Là, je vous montre la fiche d'identité de la revue de performance. On inscrit les objectifs. L'objectif, c'est de prendre du recul, mesurer la performance et également estimer les risques et les opportunités qu'on aura sur les semaines à venir. Ça permet à l'ensemble des interlocuteurs d'être au courant. Peut-être avant toute chose de bien définir les rôles et responsabilités. Il n'y a rien de pire dans une organisation où les rôles et responsabilités ne sont pas clairement définis. Là, on a fait un RACI, on sait exactement qui est responsable de quoi. Donc le responsable SNOP chez nous est responsable du meeting en termes de performance. Le supply planner est là pour valider la capacité de planification ou sa capacité de production. Le demand planner va arriver avec qu'est-ce qu'il a constaté en termes de volatilité. L'ordo appro, très concrètement, va nous dire moi j'ai des difficultés, j'ai une intervention technique à venir qui n'était pas prévue, je vous donne l'information. Et le responsable service client ou ADV, lui va nous dire où est-ce qu'il en est de ses pénalités, parce que pour le coup, plus tu as de risques et à venir, plus les impacts pénalités vont être forts. Donc c'est important qu'il capte l'information. Et on va retrouver le classique, on est sur un horizon de 4 semaines, on va retrouver les 4 indicateurs importants pour nous. Je vais revenir dessus, mais le premier, c'est le taux de service, ce que j'appelle l'in-full. Le deuxième, c'est la forecast accuracy. Le troisième, c'est le PSL, c'est-à-dire le product service level, c'est-à-dire le taux d'adhérence de la production à mon planning de production. Et ensuite, bien sûr, couverture de stock et pénalité pour voir ce que ça donne en termes de risques à venir. On peut avoir des risques sourcing, c'est bien de les capter. Pendant la grippe aviaire, ça a été un des gros sujets.
Mais on peut aussi avoir des transporteurs. On n'a pas des capacités de stockage infinies sur la farine, sur le fourrage. Bah, c'est bien de les capter aussi. Les risques de rupture et d'excédent. Donc l'excédent, c'est quand on est obligé de casser parce que le contrat date n'est plus respecté. Et aussi un point des in et out. Souvent, la communication sur toute la chaîne en termes de in et out, elle est parfois un peu compliquée. In, c'est les INO. Out, c'est ce qu'on sort de notre portefeuille article. Donc on est sur un timing, 90 minutes. On essaye de le réduire. J'ai un compteur qui passe. C'est-à-dire qu'on ne dépassera jamais 90 minutes. Il faut vraiment qu'on respecte ça. Et en termes de granulométrie, en effet, on est sur une maille très fine. Là où le SNOP est beaucoup plus en anticipation et sur une granulométrie agrégée, famille produit, là on est vraiment au code article et à la maille hebdomadaire. Donc voilà, ça c'est un exemple de fiche d'identité, on l'a pour toutes les étapes. Et c'est important de les faire parce que c'est ce qui permet de structurer. Après, c'est pas figé, hein. Là, ce que je vous ai présenté juste avant, en fait, c'est plus tout à fait la réalité parce que je l'ai fait évoluer depuis un an. On est vraiment sur des process qui doivent être agiles. Il ne faut surtout pas se dire, voilà, c'est figé, on ne les change plus. Il me manquait dans mon petit... je fais un petit bac dans mon process, un point avec le service client, parce que le service client capte des informations qui sont cruciales pour la prévision des ventes. Ben, on a rajouté un petit rituel, très rapide, mais ça a permis aux prévisionnistes de capter des informations dont ils n'avaient pas connaissance jusque-là. Peut-être que l'intelligence artificielle nous aidera aussi, mais aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas et j'essaye d'être le plus pragmatique possible. On parle de volatilité amont, volatilité aval. Encore faut-il la mesurer, parce que si on ne la mesure pas, bah, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas à quel niveau de risque on s'expose, ou le niveau d'incertitude qu'on aura. Donc j'ai refait un petit exercice. Nous, on en a 3. La forecast accuracy et le forecast biais. Le product service level, pourcentage et en biais. Et aussi le supply service level, c'est-à-dire nos fournisseurs, est-ce qu'ils sont fiables ou pas fiables. Peut-être rappeler la différence entre de l'accuracy et du biais. C'est pour ça que je vous ai mis un petit exemple très, très simple, mais pour bien comprendre ce dont on parle. L'accuracy, entre le prévu et le réalisé, si on a un écart, ça reste un écart. L'objectif du planning, c'est d'être le plus réaliste possible. Si on fait plus ou si on fait moins, c'est pas mieux pour l'un ou mieux pour l'autre. C'est pour ça qu'on va le gérer, on va le raisonner en valeur absolue. Donc en effet, dans cet exemple, je suis à moins 150, mais en valeur absolue, j'ai un écart de 150. Je suis à plus 100, en valeur absolue, je suis bien sûr à plus 100. Donc quand on fait le ratio par rapport au prévu, eh bien, je me retrouve avec une forecast accuracy de 75%, sachant que l'objectif est à 100%. Dans notre calcul, on est parti là-dessus. Là où le biais, bah, pour le coup, sur le biais, les plus annulent les moins. Et donc, on se retrouve à un moins 30 qui compense un plus 20. Au total, ça fait un moins 5. Et là, on sera plus sur un objectif d'être à plus ou moins X% autour de 0. Donc, on mesure bien deux choses différentes qui ont des finalités différentes. La forecast accuracy aura des impacts en termes de construction de stock de sécurité, mon min et mon max. Le biais va plus m'indiquer est-ce que je dois être plutôt proche du max ou est-ce que je dois être plutôt proche du min. C'est lui qui va indiquer où est-ce que je me situe. Mais la stratégie, elle, c'est bien l'accuracy qui la pilote. Donc on voit bien que ces indicateurs sont les indicateurs clés pour mesurer l'incertitude que l'on a sur toute notre chaîne et pour dimensionner nos stocks qui doivent faire face à cette incertitude. Je ne vous ai pas perdu avec mes chiffres? Il y a beaucoup de notes qui sont prises, hein. Donc je pense que vous pourrez demander à Thomas des petites explications particulières après. Je vous ai dit, hein, je suis très, très concret, très basique. Et pour le coup, un petit rappel des stocks. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de se dire, c'est quoi un stock? Bon, un stock, il est là pourquoi? Bah, il permet, si je prends le premier étage, bah, de couvrir dans cet exemple, bah, potentiellement, nous, on est dans l'agro, on peut avoir un temps de contrôle qualité avant libération de la marchandise. Si on a 1 jour, 2 jours, 5 jours, bah, ça veut dire qu'il faut au minimum 5 jours pour couvrir ce stock. Je peux avoir également du transit entre mon outil de production, mon outil de ma plateforme avant l'expédition. Bah, il me faut aussi un stock pour couvrir ce temps de transit, c'est logique. Pareil, si je mets un peu de temps à réceptionner, s'il y a des contrôles à réception, s'il y a quand on fait venir de la marchandise de l'international, bah, on peut avoir des timings liés au transit aux douanes, bah, il faut le prendre en compte. Donc là, on est sur on va dire un stock incompressible en jour. On est tous assez en jour.
Ensuite, on rajoute ce fameux stock de sécurité qui est là pour couvrir l'incertitude dont je vous parlais juste avant, qui va permettre pendant tout le temps de planification de déterminer le niveau de stock pour couvrir le risque. C'est ce qui va définir notre stock min. Et ensuite, on va avoir notre stock max qui, lui, est lié au cycle de planification. Est-ce que je planifie, je révise toutes les semaines? Est-ce que je révise tous les jours? Est-ce que j'ai une fréquence de planification qui est forte? Est-ce que j'ai un transit time qui est long ou court? C'est ce qui va déterminer le max. Et tout l'enjeu, c'est d'être entre ce min et ce max. Tout à l'heure, je vous parlais du biais. Le biais va plutôt dire est-ce que je dois être proche du min ou est-ce que je dois être proche du max, en fonction de l'incertitude qu'on a avec nos fournisseurs ou notre outil de production. Et au-dessus, on peut avoir aussi, et ça c'est des décisions de management, du stock d'anticipation. Si j'ai une grande fermeture de ligne, il faut l'anticiper. Si je suis sur un article saisonnier, il faut aussi l'anticiper. Mais ça, c'est une décision de management. C'est-à-dire qu'on monte à un niveau plus haut en disant « Ok, on prend un risque, on va au-dessus du max ». Et puis après, on a tous des stocks obsolètes, des stocks inefficaces. Il faut aussi les mesurer. Donc, je trouvais toujours intéressant de reprendre un peu les basiques du stock. Parce que c'est le stock dont on se sert aussi pour faire face à cette volatilité. Donc, stock de sécurité pour couvrir la volatilité, forecast accuracy, product service level, in full cible, cycle de production, fréquence de planification. Nous, on est sur un modèle assez classique de la loi normale. C'est très scientifique, très mathématique. Et c'est ce qui définit notre stock de sécurité. Maintenant, moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'intelligence artificielle. Par contre, j'ai un super planificateur. Et ce super planificateur, il a aussi un avis sur le stock de sécurité. Il a un avis parce que des fois, le modèle, il sort des choses complètement absurdes. Et lui, il a tout l'historique en tête. Il sait exactement que quand il était sur ce niveau de stock bas, il s'est retrouvé plus en difficulté. Donc, il a un impact également sur quel est le bon niveau de stock de sécurité à mettre en place. Le point clé, c'est de se poser. Parce que si on ne se pose pas, en fait, les stocks de sécurité qu'on a mis en place, ils peuvent vite changer, puisqu'on est dans un monde de plus en plus volatile. Nous, on fait une revue de la politique à fréquence définie, c'est tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on se pose, on dit « Ok, on est toujours là-dessus. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la forecast accuracy s'est améliorée? Ok, je peux peut-être diminuer mon stock de sécurité. » Donc, c'est important aussi d'avoir ces rituels en termes de vérification de la politique de stock de sécurité. Deuxième levier activé, c'est l'organisation. En quelques mots, il nous faut des experts de nos lignes de production, des experts de nos marchés où on distribue. Parce que c'est aussi cette expertise qui fait qu'on est beaucoup plus à l'aise sur notre process, sur nos rituels, sur l'élaboration de nos prévisions de vente, sur l'élaboration de nos plannings de production. Donc en effet, des données clés pour élaborer l'équipe, c'est combien j'ai d'articles, et quel niveau de hiérarchie client je souhaite gérer. Et c'est le nombre de lignes articles croix client qui doit dimensionner l'équipe de prévisionnistes. Est-ce que j'ai un nombre de lignes important? Est-ce que j'ai plusieurs sites de production à planifier? C'est ça qui va définir en effet l'équipe supply planning. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on anime le process, on révise nos politiques de stock de sécurité, il ne faut pas oublier les backups parce que quand le planificateur n'est pas là, on est sur des machines. Hein. Vous avez vu, le lundi, je fais ma prév, le mardi, je fais mon planning. Si à un moment donné, je n'ai pas les équipes pour, ça ne fonctionnera pas. Et les backups, ils sont cruciaux dans ce genre d'organisation. Et il n'y a pas de mystère, c'est ce que je mets juste en dessous. Des activités manuelles, j'en aurai toujours. Enfin, on a beau mettre en place de la statistical forecast, on a beau mettre en place de l'intelligence artificielle, mais à la fin, j'ai quand même l'humain qui est là et qui a ce recul pour élaborer ses plans, mais également qui a cette capacité à voir les problèmes arriver. Peut-être là, l'intelligence artificielle nous aidera, mais aujourd'hui, le fait est, c'est qu'il doit quand même passer ligne par ligne ces articles pour voir exactement où est-ce qu'il en est chaque semaine. Et le troisième levier, en effet, c'est des outils, parce qu'on a beau avoir un processus qui est ficelé, la bonne organisation. Si à un moment donné, on n'a pas les outils qui nous permettent de faire des simulations, de faire des différents scénarios, eh bien, on se retrouve vite en difficulté, parce que Excel a aussi ses limites, en termes de fiabilité de la data, mais aussi en termes de capacité à simuler. Donc, il nous faut des outils stables pour prendre derrière les bonnes décisions. Si on n'a pas l'outil, les décisions sont quand même beaucoup plus compliquées.
Et moi, j'attache énormément d'importance à la capacité des outils à simuler. Que se passe-t-il si? C'est du what if analysis. Donc pour le coup, nous, on a fait confiance à VIF sur l'ensemble de la chaîne de planification, l'élaboration de la prévision des ventes ou le demand planning, la planification de la production, c'est-à-dire l'inventory et le capacity planning, c'est à capacité finie, et le MRP très classique. Un warning, la fiabilité de la data, en effet, c'est crucial. Un directeur de site me disait « shit in, shit out ». C'est exactement ça. Si on met de la mauvaise data dans le système, il ne sortira pas grand-chose de bon, puisqu'on est quand même sur des systèmes qui sont très organisés, très structurés. Si on met la mauvaise data, il ne sortira pas grand-chose de bon. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Et derrière ça, c'est aussi l'organisation. Quelle organisation on met en face pour être sûr que la data soit fiable? Pas aujourd'hui, mais tout le temps. Quand je suis arrivé, ça a été une des difficultés, comment on s'assure que la data elle est bien fiable. Le planificateur ne doit pas se poser la question est-ce que ma data est fiable? Lui, il doit bosser avec ses outils, avec ses informations. Si je rentre un peu plus dans le détail, l'outil de planification de la prévision de vente, donc en effet, on est sur de la statistical forecast, hein, c'est vraiment des algorithmes statistiques qu'on utilise. Les points clés sur lesquels il faut être vigilant, que j'ai identifié, c'est le niveau de hiérarchie client. Pourquoi? Parce que si on n'a pas le bon niveau de hiérarchie client, on a du mal à échanger avec le commerce. Si lui, il est très dans le détail et nous, on est très agglomérés, en fait, on a du mal à se comprendre. Donc il faut vraiment se poser la question du bon niveau de hiérarchie pour qu'avec la finance et avec le commerce, on parle le même langage. L'horizon de planification, en effet, est-ce qu'il faut être sur 30 semaines, 50 semaines? Ça, c'est votre business qui le dira. Mais en tout cas, il faut se poser la question assez tôt parce que ça peut vite être un souci dans l'outil si on n'a pas la bonne information. J'en ai parlé, les rôles et responsabilités, pour moi, c'est crucial. On sait qui est responsable de quoi dans notre entreprise en termes de data. Je suis responsable de la prévision des ventes en tant que supply chain, mais à la fin, c'est quand même le commerce qui, lui, est comptable du chiffre que je sors. C'est lui qui signe en bas à droite, c'est pas moi. La capacité des algorithmes, ça c'est important parce qu'on a beaucoup de data. Si on n'a pas les algorithmes qui vont bien, on va passer beaucoup de temps à faire du manuel et ça c'est très très chronophage. Process de création article, il n'y a rien de pire. C'est ce que je dis toujours à l'organisation. Moi, la première information dont j'ai besoin, c'est le code article. Si je ne l'ai pas, je ne peux rien faire. Je ne peux pas simuler. Je ne peux pas vérifier si ça passe ou si ça ne passe pas pour une opération promo. Ce code article, mine de rien, c'est la donnée qui doit être la plus rapidement disponible dans nos systèmes. Priorisation article, c'est bien aussi, puisque pour éviter de dépenser trop d'énergie sur tous les articles, on a catégorisé en A, B, C pour dépenser un peu plus d'énergie sur le A et un peu moins d'énergie sur le C. Le point de force, et je le dis bien sûr parce que je le pense, les algorithmes auto-adaptatifs statistiques de l'outil VIF sont une vraie aide aux prévisionnistes des ventes. La capacité d'intégrer des événements prévisionnels, projetés, ça aussi c'est une vraie aide. On a, nous, beaucoup d'opérations commerciales. Il faut être en capacité de les intégrer pour pouvoir ensuite dépolluer le fond de rayon de l'opération commerciale. Donc c'est toutes ces petites choses qui, mine de rien, sont peut-être anecdotiques, mais qui sont importantes dans le travail au quotidien du demand planner. Sur la partie planification, en effet, on a besoin d'un outil de planification. L'horizon de planification est bien sûr important. Les rôles et responsabilités, cette fois-ci, entre supply et le site, ils sont importants d'être définis. La définition du stock min et du stock max, on en parlait tout à l'heure, c'est crucial de l'avoir. Et bien sûr, les gammes et nomenclatures, on parlait de data tout à l'heure. Si elles sont fausses, en effet, le système ne sortira pas quelque chose de très bien. Les points de force que j'ai vraiment appréciés dans l'outil VIF, c'est ce graphique avec une politique de stock min et une politique de stock max où visuellement, quand on regarde l'article, on voit tout de suite si on est à risque ou pas en termes de rupture ou en termes d'excédent, de risque casse. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. On n'est pas sur des tableaux, enfin si on le souhaite, on peut avoir les tableaux, mais j'aime beaucoup le graphique et le planificateur, il est en permanence sur le graphique. D'être en capacité de projeter un taux d'efficacité, ça c'est important pour nous puisque la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On peut avoir des interventions techniques et une dégradation de la performance de la ligne. Il faut pouvoir le simuler, donc il faut pouvoir être en capacité de mettre un TRS projeté.
Et enfin, je le disais tout à l'heure, je le répète, simuler, simuler, simuler. Est-ce que je dois passer en 3 équipes? Ok, je passe en 3 équipes, je simule, je regarde ce que ça donne. Est-ce qu'on a un risque d'excédent? Je le vois tout de suite. Mais je pense que c'est vraiment la différence entre un ERP qui est très généraliste et un outil spécialisé. C'est celui-ci, c'est cette capacité à simuler. Le CBN, on est là pour le coup sur quelque chose d'un peu plus standard. Les points clés, en effet, c'est l'horizon de planification, la fiabilité des délais d'approvisionnement qu'il faut être en capacité de changer, puisque le fait est, c'est que j'ai des fournisseurs qui peuvent passer sur du film, par exemple, on est passé de 6 semaines à 12 semaines. Le fournisseur, il est en Suède, il est complètement saturé. Eh bien, il faut être en capacité de changer son délai d'appro pour voir tout de suite les impacts qu'il y a en termes de disponibilité. Et encore une fois, le stock min et max, vous voyez un petit écran, on voit tout de suite où est-ce qu'on est entre le min et le max. Donc ça, c'est sur la partie outils. Donc en effet, on a vu la partie process, la partie indicateur qui est cruciale, l'organisation et les outils. Les process qu'on a mis en place et CNOI, bien sûr, ça nous aide, mais ça ne sera pas suffisant. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on a mis tout ça en place, ça a mis un peu de temps, mais on a réussi. Il y a aussi plein de bénéfices cachés. Ce n'est pas uniquement de se dire, OK, on a un meilleur taux de service, on est plus fiable en prévision. En fait, il y a plein d'autres choses qui se passent. Le fait d'avoir un seul set de chiffres. Quand on a 3 ou 4 sets de chiffres dans l'entreprise, franchement, moi, je suis perdu. Donc, je préfère avoir un seul set de chiffres. C'est celui qui sort du prévisionniste et la réalité, c'est celle-ci. On a remarqué aussi que grâce au retail, on est sur des équipes qui sont beaucoup plus collaboratives. On travaille moins en silo. Ça, c'est aussi un bénéfice non négligeable en termes d'intégration de nos collaborateurs. On utilise tous le même langage. L'unité, on est sur de la tonne, on n'est pas sur un nombre de cartons. On utilise tous la même unité et le même langage. Et on s'en rend compte. Avant, c'était quelque chose qui était assez, qui générait un peu de souffrance sur les lancements produits ou les arrêts produits. On ne savait pas où on en était. Le fait est, c'est que maintenant, tout au long du cycle de vie, on est beaucoup plus serein. On sait exactement ce qui nous reste comme matière, comme produit fini à risque, pour pouvoir prendre les bonnes décisions de manière anticipée. Tout l'enjeu de tout ça, c'est d'anticiper. Donc en effet, ce type de process nous permet d'être beaucoup plus fluide. Et enfin, ce que je viens de vous présenter, c'est juste une partie de la réponse. Je pense que la volatilité, comme je le disais au tout démarrage, c'est plus une fatalité. Il faut savoir l'intégrer dans nos process. Mais le process SNOI, l'organisation, c'est une partie de la réponse. Le process SNOP, c'est bien sûr une belle partie de la réponse aussi. D'avoir une démarche de rationalisation de produits finis, c'est aussi une réponse. Une rationalisation de la matière première. Avoir un portefeuille matière qui est incroyablement complexe. Quand on voit que nos fournisseurs sont de plus en plus contraints, il faut peut-être se reposer des questions, justement, et de travailler avec nos fournisseurs pour rationaliser cette partie-là. Et bien sûr, c'est aussi mon autre casquette qui est les achats. La stratégie achat sur le sourcing. On a vu la volatilité amont liée aux problématiques climatiques, géopolitiques, sanitaires. Évidemment, la stratégie achat, elle est cruciale. Mais ça, c'est un autre domaine. Donc, en effet, une partie de la réponse, mais la route est encore très longue. On n'est pas prêt de s'ennuyer en supply et aux achats, en tout cas dans l'agroalimentaire, c'est une certitude. Olivier ? On est dans les temps, c'est pas mal. Super, Thomas, bravo. Ouais, je voulais un petit peu apporter notre éclairage sur ce magnifique projet. Et puis sur un facteur clé de succès, évidemment, il y a toute cette organisation dont on a parlé. Et ça reste une forte conviction pour nous, et chez Goûter Magique aussi, c'est cette place de l'humain. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup ici d'intelligence artificielle, tout le monde espère beaucoup dans l'intelligence artificielle. Nous aussi, on va amener, bien sûr, on amène des fonctions. Thomas a déjà parlé de certains algorithmes qui sont une propriété vif. On a d'autres sujets aussi en planif qu'on ne dira pas ici parce que voilà, ça fait partie de notre savoir-faire industriel. Mais en effet, on a déjà beaucoup d'intelligence qui aide le planeur au jour le jour.
Et ce qui nous intéresse, c'est justement d'apporter à ces équipes en effet des outils qui leur permettent de travailler sur de la valeur ajoutée. Donc on brasse beaucoup de données, on brasse énormément de sujets, on amène des indicateurs pour qu'ils puissent travailler plus sereinement. Et ça c'est une vraie fierté. Parce que ce qu'on voit dans ce que s'exprime Thomas, c'est cette transversalité de la supply chain, transversalité de data, transversalité d'organisation. Et c'est des organisations qui sont vraiment soumises énormément à la pression. Je pense que dans toute votre organisation, les planificateurs, les prévisionnistes, les ordonnanceurs, voilà, c'est un métier compliqué. Et donc on est vraiment ravis de pouvoir amener cette évolutivité dans leur façon de travailler. Parce que quand on sait ce qu'ils vivent, c'est pas toujours évident. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je pense que tu as conclu aussi là-dessus, sur cette question d'amélioration continue, parce qu'évidemment, on a un environnement qui est, voilà, on a dit volatile, mouvant, on n'a plus de terme aujourd'hui. Hein, voilà. Il y a eu des élections aux États-Unis, on ne sait pas quel tsunami on va prendre en Europe dans les jours qui viennent, mais on va sûrement avoir un effet de retour, il n'y a pas de souci. Il en est capable. Donc ce qu'on veut dire simplement, c'est qu'il faut être, je dirais, en capacité, à travers ce type de projet, de maîtriser au mieux. Voilà, le zéro défaut n'existe pas, mais son environnement. Et ce qu'on amène aussi à travers notre collaboration, c'est la capacité des équipes de faire évoluer par elles-mêmes leur outil. C'est-à-dire que l'équipe Goûter Magique fait certes un peu appel à de l'expertise vive quand on attaque des nouveaux sujets, mais au quotidien, elle est vraiment en capacité de faire évoluer ses écrans, ses règles de gestion. Donc elle a une autonomie forte qui fait que par rapport à toute cette instantanéité dont a parlé Thomas, elle n'est pas obligée de demander à Pierre, Paul ou Jacques, intégrateur ou éditeur, un service supplémentaire qui arrivera si on a le temps parce que notre carnet il est plein, voilà, à 3 mois de consulting, etc. Et donc c'est une vraie philosophie pour nous de conception d'outils et une vraie philosophie de conception de services. Et je pense que c'est aussi, encore une fois, une valeur ajoutée que ce projet amène à l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe, elle est vraiment valorisée dans son quotidien, dans toutes ses activités, elle est plus performante, elle est transverse, elle est reconnue au niveau de l'entreprise et elle est sachante. Et son savoir, il est utilisé vraiment au bénéfice de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment une spirale vertueuse pour garder des gens, parce que tu parlais d'employabilité et de difficulté de rencontrer du monde. C'est des profils qui sont très, très difficiles à trouver. On est dans une industrie qui est compliquée, qui est ultra exigeante. Voilà, on ne fabrique pas d'avions, donc ouais, c'est pas toujours très, très... pas perçu de la même façon. Et donc tout ça, ça amène à ce quotidien, à cette équipe, et on sent que cette équipe, elle est bien dans ses baskets et qu'elle est dans l'amélioration continue. Donc on travaille avec Thomas justement post-projet déjà, d'avoir des cycles d'amélioration continue pour tout le temps améliorer collectivement avec eux, avec nous, cette évolution de la solution pour mieux répondre aux besoins de Goûter Magique. Et puis ça passe aussi, parce qu'il est dans la tribune, et donc je le salue toujours, par notre responsable de la R&D qui est très très proche. Donc chez VIF, on a cette logique de proximité, et je pense que c'est un facteur clé de succès de ce projet, c'est qu'on s'est compris mutuellement sur nos enjeux d'entreprise, sur nos enjeux techniques, mais aussi sur nos enjeux humains. Et ça, je remercie beaucoup Thomas pour ça, parce que l'entreprise VIF en est vraiment friand. Voilà, je vais laisser la salle poser ses propres questions. Merci. Merci messieurs pour ce témoignage très didactique. Et ça a de la valeur pour moi qui ne suis pas un praticien. Donc merci encore. Voilà, je me tourne vers la salle pour savoir. On a quelques minutes pour répondre à d'éventuelles questions, même si au fini je vous en avais désamorcé beaucoup par ce côté didactique. Moi, je vais peut-être commencer par vous en poser une autour, oui, alors simuler 3 fois, donc clairement. Mais ça veut dire l'objectif de la simulation, c'est de challenger les résultats de l'outil, c'est de chacun, du moins, vous avez aussi ritualisé la simulation, et c'est un principe d'explorer d'autres possibilités que ce qui est rendu par l'outil, ou il peut y avoir aussi des simulations en lien avec des événements, parce que votre présentation et cette présentation sous l'angle de la volatilité, vous aviez bien montré que c'est aussi en fonction d'événements qu'on peut même dater. Oui, c'est exactement ça. C'est que des événements, on doit les gérer. Et quand je parle de simulation, c'est très concrètement, j'ai un service commercial qui me dit j'ai une opportunité d'aller chercher X tonnes chez tel client. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas?
Si l'outil ne me permet pas de simuler, je prends des décisions avec pas grand-chose comme données. Donc en effet, le fait de pouvoir simuler une augmentation potentielle de vente m'aide dans ma prise de décision. Si j'ai un fournisseur qui me dit malheureusement Thomas, je ne peux pas te fournir le fourrage comme c'était prévu, ça veut dire que je vais devoir arrêter la ligne. Qu'est-ce qui se passe en termes de risque et que dois-je dire à mes clients? La simulation me permet de tout de suite mesurer quels sont les impacts en termes de taux de service, de risque rupture, pour prévenir mes clients de manière anticipée sur excusez-moi, mais je ne vais pas pouvoir vous livrer comme prévu. Et comme je le fais de manière anticipée, je risque moins de pénalités. Donc je suis beaucoup mieux. Au bout du compte, le fait de simuler, c'est exactement de répondre à des contraintes et de pouvoir décider rapidement. C'est vraiment la finalité. Des lignes de production qui s'arrêtent où on prend la décision de tourner le week-end, je fais des simulations pour vérifier que ça corresponde bien à mon besoin. Donc en effet, simuler, c'est pour répondre à tous ces besoins internes, externes en amont, externes en aval. Je vais compléter ce que dit Thomas aussi. L'objectif, c'est de pouvoir aussi comparer différents scénarios. Parce qu'en effet, quand on a des problématiques aussi complexes que celle-ci, on est multifactoriel. Donc en fait, l'objectif, c'est de faire le moins pire ou le mieux. Voilà. Et donc en effet, on a toujours besoin, à travers l'aide de ces outils, de ces algorithmes, et de l'arbitrage, encore une fois, humain des planificateurs, c'est très important, de pouvoir travailler en parallèle sur plusieurs scénarios, parce qu'on travaille en mode collaboratif, comme disait Thomas, parce que plusieurs services aident à travailler sur une problématique particulière ou plusieurs problématiques simultanées, externes évidemment, pas que internes de l'entreprise. Et donc à partir du moment où on peut comparer des scénarios, et bien en fait on va en tout cas choisir celui qui est le plus favorable à l'entreprise, voilà, au sens large du terme, pas forcément à la prod, pas forcément au commerce, pas forcément à tel ou tel service, mais au global. Et donc c'est aussi ça qu'on essaye de travailler, et c'est aussi ça que va permettre la solution, c'est de travailler sur cette logique-là. Merci. Une question de la salle. Pierre Fournet, attendez. Oui, Pierre Fournet, Cabinet Léon, merci beaucoup pour votre présentation très claire et pragmatique. Vous avez bien montré qu'un projet de transformation, ce n'est pas uniquement choisir un outil, mais mettre en place un process et une organisation. Vous auriez pu rajouter peut-être la conduite de changement à la formation. Oui, tout à fait. Une question, votre processus de prévision, vous avez montré sur 4 semaines la revue de performance. Comment vous allez plus loin? Vous avez prévu mettre en place, ou vous mettez en place un processus SNOP 12 ou 24 mois pour anticiper des décisions plus importantes, peut-être changer de nouvelle ligne de fabrication, une capacité de stockage supplémentaire. Donc c'est quelque chose que vous avez en tête, j'imagine? Oui, c'est quelque chose qu'on a mis en place. En parallèle du processus d'exécution, on a mis en place un processus SNOP qui, pour le coup, a vraiment donné de la visibilité au business et à la direction générale. Le SNOP, c'est on a une vraie maîtrise sur nos atterrissages. Est-ce qu'on est dans les clous par rapport à nos objectifs ou pas? Et de manière anticipée, ce qui fait que si on doit accélérer, on le sait de manière très tôt, ce qui fait qu'on trouve tout de suite les solutions. Si on le constate trop tard, les délais avec nos clients ne nous permettront pas de couvrir le risque. Donc en effet, ce type de process SNOI, ce n'est pas la seule réponse, et le process SNOP, oui, on l'a mis en place et ça a vraiment changé notre vue sur l'ensemble de la chaîne. Absolument. Une autre question. Et oui, j'ai une question du côté un peu plus, nous pouvons dire académique. Et parce que vous savez parler beaucoup de les safety stock, ça c'est les stochastic service model basiquement. Et vous savez penser par exemple en utilisant le guaranteed service model et varier un peu les approaches les stocks de sécurité par des autres choses qui peut garantir les niveaux de service, mais sans augmenter les niveaux de stock de sécurité? J'ai pas bien compris votre question. Excusez-moi. Il y a deux approches. Les stochastic service model, qui c'est l'utilisation des stocks de sécurité pour répondre à la variation de la demande. Et il y a une autre approche qui s'appelle guaranteed service model, qui c'est basiquement dire à les clients, je peux garantir jusqu'à ce niveau et utiliser des différentes approches si il y a
une demande excessive. Donc ça, c'est normalement avec un coût plus bas. Donc ma question, c'est si vous savez explorer des autres méthodes qui n'utilisent pas la variabilité des stocks de sécurité ou utilisent beaucoup de stocks de sécurité. Alors pour l'instant, en effet, on est, nous, sur une approche, celle que je vous ai présentée. Dans nos réflexions aujourd'hui, on a déjà mis en place le SNOI, on a mis en place le SNOP. Certainement, il y a encore d'autres choses à explorer. J'ai entendu parler de DDMRP, de Node Chain Planning. Il y a certainement encore beaucoup de modèles. Moi, je suis très friand de tout ça. Et certainement, l'intelligence artificielle nous permettra peut-être de trouver aussi les bons outils. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore exploré d'autres solutions. Mais certainement, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Absolument. Bonjour, Léa Monvert de chez L'Oréal. Merci beaucoup déjà pour votre présentation qui était très claire et très enrichissante. Je voulais savoir, étant donné que vous travaillez sur des produits périssables pour Goûter Magique, comment vous faites, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour la gestion de vos excess and obsoletes pour prendre en compte la durée de vie de vos produits périssables? Ça fait partie en effet des grands projets que j'ai envie de mener une fois qu'on aura fini aussi la partie ERP. Donc il y a beaucoup de choses en ce moment. Mais en effet, je suis intimement convaincu qu'on a des solutions d'aide à la décision. Moi, j'ai bien aimé le fait que l'intelligence artificielle, c'est en effet de récupérer des datas qui sont déjà disponibles chez nous. Il ne faut pas forcément en réinventer d'autres. Peut-être aller en chercher sur le net pour justement intégrer toutes ces datas et de sortir un résultat qui doit nous aider à la décision. Et typiquement, sur des stocks obsolètes, sur comment optimiser ces stocks-là, je suis convaincu qu'on peut trouver une part de la réponse dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je n'ai pas encore déployé ce genre de projet, mais ça fait partie de notre feuille de route pour 2025. Merci, messieurs. On arrive au bout. J'avais quand même une dernière petite question, un classique, mais ce projet au finish, depuis quand vous travaillez ensemble et comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes retrouvés à travailler avec Vif, alors qu'il y a sa notoriété dans le secteur agroalimentaire, mais voilà, juste cette question un petit peu salon, comment on se rencontre, comment se forment les tandems? Comment on se rencontre? Moi, je pense qu'en effet, comme vous le disiez, il y a une certaine notoriété de notre entreprise dans les industries de process et plus particulièrement en agroalimentaire. On travaille nous aussi beaucoup en écosystème, c'est-à-dire que quand on touche au sujet qu'on vient d'évoquer techniquement, c'est déjà beaucoup. Voilà, on travaille avec différentes organisations, on est sur les salons, on est sur les organisations supply chain telles que Bretagne Supply Chain, telles qu'on peut en les voir ailleurs, parce que c'est là aussi que nous, en tant qu'éditeurs, on capte, je dirais, des évolutions de marché et ce qui fait évoluer notre R&D. Et puis, c'est la façon de travailler de l'entreprise, l'écosystème. On a je dirais, la modestie de se dire qu'on n'est pas capable de tout faire, mais c'est une réalité. Et donc, nos clients rencontrent des problématiques très différentes, parce que là, on travaille bien sûr sur la boulangerie industrielle, mais on travaille aussi dans du lait, on travaille dans des produits de la mer. Les problématiques sont très différentes dans du sec, dans du froid, dans du stocké, dans du court terme. Donc, on a besoin de s'imprégner de ce qui se passe chez nos clients. Et à travers ces réseaux, c'est aussi qu'on partage nos savoir-faire, et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Goûter Magique. Et très concrètement, on avait chez Goûter Magique l'ambition également d'améliorer la performance de nos lignes de production. Et le premier contact qu'on a eu avec Vif, c'était leur outil MES Perf qui nous permet de mesurer le TRS en temps réel de nos lignes avec un suivi des root cause analysis. Et c'est comme ça qu'on a mis un peu le pied dans Vif. Et petit à petit, en allant voir d'autres industriels qui utilisaient Vif, on a tout simplement, à un moment donné, après un appel d'offres, choisi l'option Vif également pour la supply. Ce qui faisait une cohérence en termes aussi de data, parce que pour faire un suivi de perf, il faut de la data. Pour faire de la supply, il faut aussi de la data, et souvent c'est la même. Donc on a avancé de manière très simple, en fait. Ça s'est fait assez naturellement avec Vif. Eh bien, merci encore pour cette intervention éclairante, notamment sur les fondamentaux du supply chain management. Merci, messieurs. Merci.
Pour ma part, je reprends la parole. Je vous vois tous tourner casa.